Bonsoir à tous, Marie Benguigui, je suis coordinatrice de la formation BPGEPS Loisirs tout public à Ascoria à Saint-Brieuc. Voilà, depuis cet été, donc une formation qui est jeune, qui a 3 ans sur le site de Saint-Brieuc. Et je suis venue ce soir accompagnée d'une stagiaire qui est en cours de formation, donc Marianne, qui est aussi fait partie du métier de l'animation et en cours de BPGEPS Loisirs tout public avec nous depuis le mois de septembre. Tu veux te présenter rapidement, Marianne? Voilà, je suis Marianne Andrist. Je suis en effet la formation depuis septembre à Ascoria, afin donc d'avoir le BPGEPS Loisirs tout public. En parallèle, mon stage se trouve aussi en structure sur Plérin. Et à côté de ça, je suis aussi responsable périscolaire dans la collectivité qui m'emploie. Donc voilà, je pourrais détailler tout à l'heure mes missions. Un petit tour dans un premier temps sur ce qu'est Ascoria. Donc Ascoria, en quelques mots, c'est déjà une école qui propose des parcours de formation ouverts à tout le monde selon la situation, le projet ou les envies ou ses potentiels. On voit bien que tout le monde a sa place à Ascoria, de n'importe quel niveau, de n'importe quel parcours. Alors c'est vrai dans plein de formations au sein d'Ascoria et c'est aussi vrai dans nos métiers d'animation. On voit bien que les parcours de vie, et je pense que Marianne pourra en témoigner aussi tout à l'heure, on a des groupes qui sont très hétérogènes de par leur parcours et pour autant, ils trouvent leur place au sein de leur formation. Donc Ascoria, c'est du coup une école, 5 écoles basées en Bretagne. Vous voyez Morlaix, Saint-Brieuc, Rennes, Lorient et Saint-Avé. On forme 80% des professionnels de l'action sociale et des métiers de solidarité sur l'ensemble de la région. Une école assez importante. Globalement, on forme à tous les métiers du vivre ensemble, donc tous les secteurs de l'animation, de la petite enfance, mais également du grand âge, du handicap, de la prévention spécialisée, de l'inclusion, de l'accompagnement de proximité et aussi des fonctions managériales dans les champs du social, du médico-social, du service à la personne, également de l'animation. Donc on prépare en tout une trentaine de diplômes d'État, de titres professionnels ou de certificats de formation reconnus sur l'ensemble du territoire. Et puis vous voyez, on a aussi quelques points sur le reste du territoire français où on peut intervenir également sur d'autres territoires. Une école d'Ascoria avec un centre de recherche intégré. On a avec 5 chercheurs qui travaillent sur le développement de nos techniques de formation et aussi de l'accompagnement des employeurs, des référents, etc. Donc voilà un petit peu la diapositive là pour vous donner à voir un peu toutes les formations qui sont dispensées au sein d'Ascoria et encore c'est qu'une petite partie, il manque encore certaines formations qui viennent s'ajouter à la marge. On voit bien que du coup l'animation à sa place sur le niveau bac avec le BPGEPS AS et le BPGEPS Loisirs tout public. On voit apparaître également sur le bac plus 2 avec les DEGEPS. Nous, ce soir, on va essentiellement vous parler du BPGEPS Loisirs tout public qui nous concerne sur le site de Saint-Brieuc. On voit bien que du coup, c'est un métier qui se professionnalise. On est en train de travailler sur l'habilitation d'une formation sur le niveau infra-bac. Sur le niveau 3. On a un petit peu ce que je vous disais, donc les différents types de formations sur les différents champs. Le champ qui nous intéresse aujourd'hui, l'animation, on a effectivement le CPGEPS en cours d'habilitation qui est sur le niveau 3, mais aussi le BPGEPS AS, donc animation sociale, plus sur Rennes et Saint-Avé, le BPGEPS Loisirs tout public uniquement sur Saint-Brieuc, et le DEGEPS animation sociale et DPTR sur Rennes. Voilà, qui est sur un niveau bac plus 2. Et le CPGEPS en cours, du coup, qu'on espère ouvrir l'année prochaine et qui, du coup, sur les animations d'activité et l'animation de la vie quotidienne. Le parcours à Ascoria, c'est quoi? C'est aussi apprendre autrement. On est bien sur du coup, un accompagnement global et un parcours de formation qui est personnalisé. C'est vrai pour l'ensemble des formations et ça l'est autant plus sur l'animation. On démarre vraiment sur une personnalisation de la formation. Alors dès l'entrée en formation, mais ça peut être aussi avant. Marianne pourra en parler
rapidement si elle le souhaite tout à l'heure, mais on démarre la personnalisation et l'individualisation de la formation dès les premiers contacts en fait, avec Ascoria, où on commence déjà à individualiser les parcours. Ascoria aussi, c'est toute une équipe support qui vient s'ajouter à l'équipe pédagogique, notamment sur l'orientation, sur le conseil, sur le coaching. Il y a plusieurs stagiaires qui sont accompagnés en plus par des coachs. Alors, on n'est pas sur du coaching sportif ou du coaching personnel, mais bien sur du coaching professionnel pour accompagner au mieux et pour faire un accompagnement global pour aller vers une professionnalisation, parce que c'est bien ça qui nous importe, c'est la montée en compétences et la professionnalisation de nos stagiaires. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau effectivement de 950 terrains de stage. La plupart de nos formations, quasiment toutes, sont montées en alternance, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'alternance a une partie très prenante. On est bien sur une alternance avec un terrain de stage unique, avec une expérimentation et un aller-retour entre l'expérimentation de terrain et le contenu pédagogique vu en cours de formation. L'importance aussi de ce réseau-là, des terrains de stage, c'est qui est lié notamment aussi avec le réseau des anciens, c'est que ces anciens tuteurs deviennent à un moment donné formateurs, et puis pourquoi pas aussi certificateurs, évaluateurs, de la même sorte que des anciens stagiaires aussi reviennent. Alors aussi, comme le fait Marianne ce soir, même si elle est encore en cours de formation, parler de leur métier, mais reviennent aussi de l'autre côté en prenant du coup la casquette de formateur. C'est aussi ces référents professionnels-là qui viennent aussi intervenir. Alors, on n'est pas sur des interventions uniquement théoriques, mais vraiment liées au réel et du haut terrain. Donc les stages expérimentaux, c'est bien des stages expérimentaux, on n'est pas sur du stage d'observation, et encore plus sur les métiers d'animation où là, le lien, l'expérimentation de terrain prend toute son importance dès le départ et jusqu'à la certification. Toutes les certifications sont concentrées autour de l'expérimentation sur le terrain. Voilà, sur ce qui est de l'école. Le parcours de formation, effectivement, je disais qu'il était personnalisé et adapté au mieux, tout en respectant le cadre légal imposé par alors la DRAGES maintenant, mais la DDCS qui vous parle peut-être un peu plus, ou la DRJS pour certains. Voilà, on est bien régi par la jeunesse et sport, donc on individualise, on aménage, tout en respectant effectivement le cadre légal imposé par l'ADR. Là, aujourd'hui, on voit bien l'importance du digital, rien que ce soir. L'école digitale prend toute sa place au sein d'Ascoria, avec des modalités et des outils digitaux pour un apprentissage innovant. Donc on a une école digitale au service du coup des autres des formations et des différents sites qui vient en appui et qui nous appuie sur l'innovation pédagogique et la mise en place du coup de formations digitalisées. Du coup, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que vous êtes dans le cadre de votre recherche, soit sur les métiers de l'animation, ou d'une recherche, ça peut être un choix de carrière, mais ça peut être aussi une reconversion. Donc on est bien sur un parcours aussi de réflexion, bien que pour la plupart, on n'arrive pas sur nos métiers par un coup de tête. On entame un projet de formation, c'est une démarche qui est engageante. Alors engageante professionnellement, mais engageante aussi personnellement. Donc, s'il y a besoin d'informations plus claires ou fiables pour faire un choix éclairé, évidemment, le but de la réunion, c'est de pouvoir vous répondre aujourd'hui. Il y a aussi, je vous donnerai les contacts tout à l'heure de personnes en support. Pour certains d'entre vous, j'ai vu que vous avez déjà eu contact avec les conseillers en orientation et en formation, comme je disais tout à l'heure. Qui ont pu déjà vous donner quelques informations. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, ceux qui vont vous accompagner au mieux et qui vont aussi pouvoir vous accompagner au mieux sur la réflexion autour de ce projet professionnel-là. Donc, vous avez sans doute déjà effectué des recherches sur Internet, trouvé de nombreuses ressources sans forcément toujours avoir su sur quoi vous arrêter. Vous avez peut-être aussi échangé sur votre projet avec des conseillers, des employeurs, des proches, votre réseau. Vous avez peut-être déjà été aussi sur les structures. Pour certains, vous avez sans doute le BAFA, donc vous avez déjà travaillé sur des structures, un type ACM, d'accueil de loisirs.
Et si vous avez une idée plutôt précise des missions ou des métiers que vous voulez exercer, mais s'il reste la question du financement, de l'organisation ou de partir en formation, ou d'avoir aussi besoin de clarifier de ce que ça va être, ou des débouchés réels de sortie, toutes ces questions-là, c'est des choses qui peuvent être abordées et qu'on peut aborder ensemble. Donc les 3 points clés pour voir ce soir, c'est effectivement le contexte d'intervention des professionnels de l'animation. L'objectif, c'est de pouvoir vous projeter aussi, de vous identifier ce soir, de repartir avec des réponses. Si cela correspond notamment à l'idée que vous aviez du métier envisagé, mais aussi d'évaluer la maturité de votre projet. Donc les informations que je vais vous présenter maintenant vous aideront peut-être, en tout cas je l'espère, et puis aussi l'échange avec Marianne à éclairer ou à confirmer en tout cas votre projet. On aborde du coup 3 points clés, le contexte d'intervention professionnelle des professionnels de l'animation sociale sur les territoires, de l'animation en général sur les territoires. On est bien sur des métiers qui sont très, très ancrés sur le territoire, très en lien. L'importance du territoire prend toute son ampleur au travers de toute l'année, finalement, toutes ces structures. Et puis après, on est bien sur des métiers qui doivent être en lien avec le territoire, avec le public, en lien avec les structures, en lien avec le contexte, etc. Une présentation du coup aussi de l'organisation des formations et notamment de loisirs tout public. Je vous en dirai plus aussi sur les domaines de compétences qui sont visés. Et après, sur le fonctionnement de la logique du parcours personnalisé des apprenants, où on organise toute la formation à partir d'un positionnement en début d'année, voire pour certains même avant l'entrée en formation. Donc les métiers de l'animation, c'est bien un métier de terrain et de contact. L'idée, c'est de créer et d'encadrer des actions d'animation auprès de tous les publics. Ça peut être aussi des publics en perte d'autonomie, en fonction de l'âge ou du handicap, mais aussi des publics en risque d'exclusion. On n'est pas forcément sur un public uniquement d'accueil de loisirs, même si on y pense d'emblée, on est sur des animations, des directions d'accueil de loisirs. Il n'empêche qu'on est sur une formation d'animation de loisirs tout public, et bien centrée sur tous les publics et pas uniquement. Le BPGEPS loisirs tout public, c'est 2 métiers en un. Effectivement, il y a ce côté-là où on anime et on encadre tous les publics. Et puis le second métier, qui est la direction d'accueil collectif de mineurs, où là, ce deuxième versant de métier, le BPGEPS loisirs tout public, donne les prérogatives de direction pour encadrer, pour diriger des accueils de loisirs toute l'année. Voire des postes de coordination, parce que pour certains d'entre eux, à l'issue du BPGEPS, ils encadrent des structures sur plusieurs sites ou du périscolaire. Alors c'est aussi faire vivre des projets d'animation en se centrant sur la participation des publics. Ça, c'est un des points forts. On est bien sur des formations d'éducation populaire, donc la participation des publics prend tout son sens. Développer et participer à la mise en œuvre des partenariats locaux. Si l'importance quand je vous parlais de territoire tout à l'heure, c'est effectivement, ça peut prendre sens dans le sens du partenariat. Et impulser et développer des projets auprès de différents acteurs, donc les publics, les équipes, les partenaires, à partir de diagnostics de territoire. Une partie de la formation travaille autour de la mise en place d'un projet à partir de diagnostics de territoire. Alors, être animateur, c'est quoi? C'est créer et animer des projets d'animation. On est bien sur des projets d'animation et pas juste sur une animation occupationnelle ou qu'on pourrait faire. On est bien sur un travail autour du sens. L'animateur va se focaliser davantage sur la création et l'encadrement d'activités, exerce une fonction pédagogique et va chercher à faciliter l'échange des idées et des activités de groupe, développer notamment la créativité et l'expression personnelle par des activités de loisirs, mais aussi des activités culturelles, des activités sociales, des activités artistiques et ludiques, également liées à l'environnement, au développement durable. On est bien sur un champ d'intervention extrêmement large. L'animateur participera aussi pleinement au projet de la structure, à son développement, sa communication, à ses partenariats.
Il peut aussi être amené à assumer, comme je vous disais, des fonctions de responsabilité de structure qui demanderont des compétences de management, de gestion d'équipe et en gestion aussi administrative et financière. Donc là, c'est plus la partie, comme je vous disais, 2 métiers en un. On est bien là sur la préparation au métier de directeur de structure. Ça, c'est une part importante du BPGEPS Loisirs tout public. Il faut bien comprendre que dans le cadre de ces formations-là, demain, on vous autorise à diriger des très grosses structures et sur toute l'année, donc des équipes, des structures physiques, etc. Donc, il évolue dans une logique de travail collectif et partenarial en prenant en compte les démarches d'éducation à la citoyenneté, au développement durable et prévention des maltraitances, dans le cadre aussi de l'éducation populaire. Pour ce que je vous disais, l'éducation populaire, il travaille donc toute l'année et pas seulement pendant les vacances scolaires, et il peut aussi avoir des horaires atypiques. On voit bien que quand on vient animer les loisirs de tous les publics, on est bien sur du temps de loisir, et notre temps de loisir, il est hors temps de travail. Donc forcément, ça induit un temps de travail avec des horaires atypiques. Donc un autre volet de l'animation, et on a une formation sur Rennes autour du DEGEPS qui prépare de manière plus forte cet axe-là de coordinateur. Pour autant, le BPGEPS Loisirs tout public, on voit bien que dans l'employabilité derrière, la plupart se retrouvent après sur des postes de coordinateur, et Marianne pourra en témoigner. Ils sont plusieurs là, dans le cadre de la formation cette année, ils sont déjà en train de préparer leur emploi de septembre et de l'année prochaine, et ils seront sur des postes de coordination des temps périscolaires, voire de structure. Donc c'est bien développé, et donc il impulse et développe des projets en proximité avec les acteurs des territoires, du diagnostic de problématiques locales jusqu'à l'évaluation de ces projets. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi sur le BPGEPS à une autre échelle, on est bien sur de l'animation. Il exerce donc son activité dans les champs d'animation socio-éducative ou culturelle. Il est responsable plan pédagogique, technique et logistique. Il assure également la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Donc il va concevoir des stratégies adaptées, spécifiques à différents publics, auprès desquels il intervient, donc personnes âgées, ça peut être public enfant, mais ça peut être aussi l'accompagnement à la parentalité, etc. Il a aussi une mission d'animation de ces projets auprès de l'ensemble des acteurs impliqués, donc les personnes accompagnées, partenaires, collaborateurs. Il peut s'agir aussi de projets portant sur des questions d'émancipation des personnes, coopération sociale, locale, développement durable. Et dans ce cadre-là, il peut être aussi amené à conduire des actions de formation auprès des professionnels et aussi des bénévoles. En fonction de tout ça, c'est en fonction des structures. On voit bien que si on fait le tour du champ d'action des animateurs, il est très large, et en fonction des structures, le métier peut prendre différentes colorations. Donc, reprend un point important à l'animation dans le cadre du BPGEPS Loisirs tout public et dans la plupart des diplômes d'animation. Il ne faut pas voir l'animation en qu'un seul versant en disant je vais travailler uniquement auprès des enfants. Non, c'est pas vrai. On travaille avec tous les publics. Même en tant qu'animateur, on peut se retrouver sur un poste de directeur d'une structure après l'obtention du diplôme, comme je vous disais. Donc, le BPGEPS permet d'assumer ces fonctions-là, direction de structure d'animation. Mais ce sont avant tout des animateurs intervenant sur les champs d'animation socioculturelle et éducative. Et des projets d'animation sont élaborés et visent des publics très variés en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez. Donc ça peut être des MJC, mais ça peut être aussi des centres sociaux, ça peut être des associations d'information jeunesse. Il y a différentes structures, et en fonction, les publics ne sont pas forcément les mêmes. Vous pouvez aussi avoir dans une même structure plusieurs publics qui cohabitent. Bien que plusieurs structures sur Saint-Brieuc, si on fait un petit peu le tour, on peut trouver des structures d'animation où on peut retrouver des publics adolescents, familles, accompagnement des familles, mais également des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap, mais également des personnes en difficulté d'insertion sociale. On retrouve
des structures qui peuvent travailler avec tous ces publics-là, et le BPGEPS Loisirs tout public prépare bien à ça. Comme je vous disais, plusieurs publics, mais aussi plusieurs secteurs d'activité. Ça peut être dans le secteur public, donc les collectivités territoriales et les différents établissements publics. Et dans le secteur privé, ça peut être des associations, des établissements médico-sociaux. Ça peut être également des établissements de services de protection de l'enfance. Ça peut être des structures de services d'animation. Ça peut être les CCAS, les centres d'accueil, les groupements d'entraide mutuelle, les CAF qui embauchent aussi des animateurs dans les différents centres sociaux, les FJT aussi, Foyer de jeunes travailleurs, mais aussi des associations de SS. On trouve toutes sortes plein de structures différentes. Voilà, 2 niveaux de diplôme et des spécialités, donc le BPGEPS et le DEGEPS. Vous parlez du coup du diplôme de coordinateur. Donc voilà, délivré par la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Donc BPGEPS a un diplôme de niveau 4 qui prépare du coup des animateurs techniciens. Nous, sur le site de Saint-Brieuc, du coup, on travaille en partenariat avec l'UFCV. C'est pour ça que vous voyez les petits logos sur le bas de l'écran. L'UFCV vient en soutien du coup d'Ascoria et en partenariat sur la préparation au métier de direction. Donc, il y a un des gros volets, je vous disais, sur le BPGEPS Loisirs tout public. Voilà, qui prépare effectivement à la direction d'accueil de loisirs. Du coup, les autres, le petit logo de la région, c'est petit clin d'œil aux places régions. On a pas mal de places régions sur le BPGEPS, notamment AS à Rennes, voilà, qui n'est pas le cas sur le BPGEPS Loisirs tout public, où il n'y a pas de place région. Je voudrais pas que il est trop jeune encore pour ça, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Il fait bien référence au BPGEPS de Rennes. Voilà un petit peu les présentations de ce qui se fait actuellement sur le Ascoria en termes d'animation. Et on espère d'ici l'année prochaine, d'ici la rentrée prochaine, pouvoir déployer le niveau en dessous, le niveau infra-bac, du coup niveau 3, avec l'ouverture du CPGEPS. Donc pour ceux qui sont déjà dans le métier d'animation, c'était dans les anciens BAPAT, l'équivalent des BAPAT, donc juste en dessous des BAT. Donc, je vous en dis un petit peu plus rapidement sur la formation. BPGEPS Loisirs tout public, donc on est bien sur 605 heures en centre de formation et 1141 heures en stage pratique, découpé en 2 stages. Donc un stage long sur l'année avec une structure principale d'alternance et un stage court qui vient compléter pour aller à la découverte d'un autre public. Le découpage de la formation autour de 4 UC. Donc l'UC1 qui vient encadrer tous les publics dans tous les lieux et donc toutes les structures en prenant en compte les publics et les contextes territoriaux de vie. Donc là, on est bien sur un travail autour du territoire et du coup de la conception d'un projet, sur l'UC2, la mise en place de ce projet-là, donc s'inscrivant dans le projet de la structure et en lien du coup, avec le territoire et avec tout ce qui aura pu être vu sur l'UC1. L'UC3 qui est rattaché du coup à la direction. Conduite une action d'animation dans le champ de LTP et de la direction dans le champ de l'ACM. Même si on peut faire un parallèle avec le BAFD, on n'est pas sur une préparation de BAFD. Un BAFD, c'est 8 jours de formation générale et 6 jours de perfectionnement. Là on se retrouve, 9 jours, je ne sais plus exactement. Là, on se retrouve sur 147 heures de préparation théorique, mais bien construite en alternance, donc avec un aller-retour, avec des points tout au long du parcours sur la professionnalisation et sur la mise en place des compétences vues en formation sur le terrain de stage. Et du coup, l'UC4, mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre des actions d'animation dans le champ du loisir tout public. Et donc là, on mobilise donc ces démarches sur la découverte d'activités, donc activités scientifiques et techniques, culturelles, d'expression, activités physiques et de loisirs, mais aussi liées à l'environnement et au développement durable. La certification, du coup, se passe en 3 temps. La première, liée à l'UC4, donc mise en place d'un cycle d'activité où les jurys viennent observer sur le terrain de stage
Là encore, on voit bien l'importance de l'alternance. Sur le terrain de stage, l'animateur en situation d'animation. Voilà, autour de la présentation d'une animation dans le cadre d'un cycle d'activité. L'UC 1 et 2 se valide autour de la projet d'animation, donc là avec un dépôt de dossier et puis un oral. Et l'UC 3, une situation de direction de 18 jours, donc il faut être en direction, en face à face pédagogique avec le public accueilli pendant 18 jours. Et à l'issue se valide par le biais d'un oral, un dépôt de dossier et d'un oral à l'issue de ces 18 jours-là. On est bien sur une attente, pas de fait, mais bien d'analyse. On attend du stagiaire la capacité d'analyser toutes ces fonctions et toutes ces compétences, tout ce qu'il a pu mettre en œuvre. Les plus au niveau d'Ascorien, on a un suivi du coup individualisé de chaque stagiaire, des mises en situation professionnelle, des rencontres de professionnels et des tuteurs. Alors soit sur le terrain, quand c'est pas faisable, on met en place une équipe tutorale pour être suivi tout au long du stage et des visites de stage par les formateurs référents et également des réunions de préparation en lien avec les tuteurs. Pardon. Voilà un petit peu pour reprendre le parcours de l'apprenant qui pourrait vous attendre si vous êtes intéressé par ce qui nous occupe aujourd'hui, peut-être choisir tout public. Donc on a une première phase avant de recrutement, mais d'accueil et plutôt d'orientation et de contractualisation. Donc toutes les demandes traitées sont individuellement, face à face, par email ou par téléphone, en tout cas par le biais d'un contact avec nos conseillers en orientation, en formation, sont suivies. Et à l'issue de ça, le positionnement nous donne à voir en fait sur le parcours de demain du candidat, du stagiaire qui va rentrer en formation. Est-ce qu'on doit alléger la formation parce qu'il y a déjà des acquis, des compétences acquises par le biais du parcours de vie, d'autres professions, d'autres formations. Ça peut être aussi des allègements. Tout ça, c'est le positionnement qui nous laisse savoir. Du coup, à l'issue du positionnement, la formation s'adapte. Donc, on est bien sur un accompagnement pédagogique, des innovations pédagogiques, un plateau technique qu'on peut avoir à Saint-Brieuc qu'on utilise peu dans le cadre de l'animation, mais on pourrait. Mais ça peut être aussi des formations à distance, un module en ligne. Voilà, des suivis, des évaluations, de la remédiation, l'importance de l'alternance, l'accompagnement administratif et social, l'accompagnement à la certification et l'accompagnement aussi vers l'emploi. On est bien sur un accompagnement du début à la fin et jusqu'à l'emploi. Un accompagnement aussi aux certifications. Là, on accompagne dans le cadre des oraux blancs, mais on accompagne aussi tout au long de l'année sur la relecture de dossiers, de l'accompagnement, de la mise en place d'ateliers s'il y a besoin, de soutien s'il y a des difficultés à l'écrit, d'accompagnement spécifique aussi dans le cadre de situations de handicap. Ça, c'est un accompagnement qui peut être déployé. Et après, du coup, le suivi dans l'emploi. Concrètement, du coup, le calendrier d'admission, il est celui que j'ai affiché là, avec des inscriptions jusqu'à fin mai pour la première admission qu'on va mettre en place le 11 juin. Et on mettra en place une deuxième date d'admission pour laisser la chance à certains qui sont encore en cours de demande de financement de pouvoir passer ces sélections-là. Du coup, sur le 6 juillet, où là, les dossiers seront à rendre plutôt courant juin, pour le 15-20 juin. Là, l'inscription se fait en ligne. Les dossiers sont à déposer en ligne et l'inscription se fait via le site d'Escoria. Alors, les règles d'accès aux sélections, alors c'est pas Ascoria qui les impose, mais c'est bien la DRAGES, donc anciennement DRJSCS. Les obligations et donc les arrêtés l'imposent comme ça, les décrets, les arrêtés du diplôme. Donc, il faut fournir une attestation de premier secours, donc PSC1, FPS, donc quelle que soit la date de validité, ou alors les autres formations que je voulais indiquer, il faut qu'elles aient moins de 2 ans. Il y a une souplesse, je tiens à le dire, parce qu'on voit bien qu'avec les conditions sanitaires actuelles, c'est pas forcément aussi simple. Donc là, depuis 2 ans, il laisse une souplesse et la possibilité d'obtenir ces diplômes-là à l'issue du premier mois d'entrée en formation. Et voilà, pas au-delà. Donc il faut vraiment se projeter et pouvoir s'inscrire dans le cadre d'une des formations. Voilà, pour avoir accès aux sélections, je vais pouvoir vérifier aussi que la personne a bien
un des diplômes donc, de la liste de suivants, donc les BAPAT, les CQP, les BAFA ou les BAFD. Mais également aussi donc, les bacs pro, l'ensemble des bacs pro agricoles, le bac pro SPVL, le bac professionnel donc délivré aussi par le ministère de l'Agriculture et les BPGEPS. Ne font pas partie de la liste les BPGEPS ASSP pour les BPGEPS loisirs tout public. Le bac pro ASSP ne fait pas partie de la liste pour rentrer dans le cadre du BPGEPS loisirs tout public. Ça le fait, c'est faisable dans le cadre du BPGEPS AS, mais pas sur le BPGEPS loisirs tout public. Si la personne n'a pas du coup un des diplômes, il peut du coup justifier de 200 heures d'animation, mais bien d'animation en autonomie avec un public. Et là, dans ces cas-là, nous on vérifie, donc par le biais, ça peut être par le biais d'attestation d'employeurs ou par le biais de bénévolat aussi. Si vous êtes investi, vous avez animé des publics enfants dans le cadre d'animation, etc., différents cadres, même de bénévolat dans le cadre des accueils de loisirs, tous ces temps-là peuvent être valorisés. Alors, rapidement, les options de financement, mais on ne s'étendra pas forcément ce soir parce que c'est vraiment des situations à traiter au cas par cas. Mais voilà, des différentes possibilités en tout cas de financement. Et comme vous l'avez abordé tout à l'heure, le contrat d'apprentissage avec des aides autour de l'apprentissage qui se sont développées qui ont été remis en place jusqu'à fin décembre. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler aussi à votre structure. Hein. Si vous avez déjà dans l'optique de rentrer en formation, vous avez déjà trouvé des structures d'alternance, pas hésiter à leur aborder les possibilités, notamment du contrat d'apprentissage, voir si c'est faisable et de les mettre en lien avec notre CFA qui est l'ARFAS. Tout ça, c'est des informations qui pourront vous être données par le service de conseil d'orientation d'Ascoria. Voilà un petit peu le panel de financement possible. Autre financement aussi, c'est le financement personnel. On voit, il y a possibilité, on voit bien qu'il y a des stagiaires cette année qui arrivent à mobiliser plusieurs axes de financement et finalement à diminuer au maximum le financement personnel en appuyant sur plusieurs leviers. Voilà, je vous remets mes contacts et puis les contacts principaux du service conseil orientation formation qui vont pouvoir vous donner toutes les informations les plus précises sur notamment tout ce qui est financement, conditions d'accès, etc. Date pour remplir les dossiers de candidature. Et puis mon contact en haut, je vous ai remis mon adresse mail et puis mon numéro de téléphone portable. Pas hésiter à contacter si besoin. Marianne, du coup, est-ce que vous voulez bien nous faire partager votre parcours et puis votre expérience au sein de la structure dans laquelle vous êtes et puis le fait d'être entré en formation et comment ça se passe du coup pour vous en formation, quels sont les objectifs de suivre cette formation alors que vous étiez déjà en poste, voilà, nous expliquer un petit peu tout ça. Moi, en fait, j'ai passé mon BAFA à 17 ans. J'ai eu de l'expérience auprès des enfants dans les centres de loisirs, avec hébergement et sans hébergement. Voilà, j'ai passé beaucoup mes vacances auprès des enfants. J'ai également fait des séjours auprès des personnes handicapées. Donc, tout ça, c'était pendant mes vacances en parallèle de mon parcours scolaire. En fait, j'ai eu un bac général. J'ai ensuite été en licence de psycho, en fac de psycho, pardon, en fac de psycho. Et à la suite de la fac, j'ai préparé les concours d'éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants. Et puis, donc j'avais l'écrit, mais à l'oral, on me disait que j'étais trop jeune et pas assez d'expérience. Donc, en fait, je suis allée au contact des enfants. J'ai été aide éducatrice pendant 5 ans, ce qu'on appelait les contrats emploi jeunes, il y a plus de 20 ans. Donc, j'étais aide éducatrice dans des écoles pendant 5 ans où j'ai pu, en fait, là, acquérir toute l'expérience souhaitable, en tout cas, pour passer les concours. Et puis, voilà, le parcours de vie fait que je suis devenue maman. Je n'ai pas repassé de concours. Et puis, je me suis installée dans une ville où, en fait, ils cherchaient des remplaçantes pour travailler
auprès de la collectivité, dans l'accueil périscolaire, dans la restauration. J'ai donc commencé comme ça, voilà, par des remplacements au sein de la collectivité. Bon, j'ai également fait des remplacements à plus grande échelle sur l'agglomération de Saint-Brieuc du département, dans les crèches, dans des centres pour handicapés. Bon, ça restait de l'accueil et de l'animation. Et puis, au bout d'un an, dans la collectivité où j'habitais, en fait, où j'étais en remplacement, le poste de direction de l'accueil périscolaire s'est ouvert. Et donc, du coup, et ben là, j'ai postulé, j'ai eu le poste. De là, je suis allée en formation BAFD. Et puis voilà, je me voilà directrice d'un accueil périscolaire, bon, qui était avant, on va le dire, une garderie plutôt qu'un accueil. Alors, la différence, c'est que dans un accueil périscolaire, on monte des projets. Et puis, les animations, les activités sont non plus de l'occupation, mais vraiment avec des objectifs précis. Bon, bah, tout ça, la formation après BAFD et tout ça, voilà, a complété mes compétences. J'ai complété également avec des formations auprès des centres de gestion, des centres de formation du département ou de la région. Et puis, bah, petit à petit, j'ai grimpé un petit peu en responsabilité. J'ai aussi été animatrice d'un conseil communal d'enfants. Lors des TAP, bon, il n'y a pas encore si longtemps, les temps d'activité périscolaire, j'étais donc la coordonnatrice de ces temps sur la collectivité. Donc, près de 400 enfants, 3 écoles, des équipes de 20 animateurs, tout en gardant la direction de l'accueil périscolaire où on accueille environ une centaine d'enfants le matin et 150 le soir, hors situation Covid, hein, évidemment, avec une équipe environ d'une quinzaine d'animateurs. Et puis donc, je veux dire, le temps passe un petit peu, on arrive proche de la quarantaine, on se pose des questions. Et puis, on a envie quelque part de se professionnaliser parce que moi, c'est vraiment voilà, le terrain, mon terrain professionnel, mon terrain de vie. Hein. Et puis, derrière, il y a aussi des réglementations qui font que on demande aux collectivités d'avoir du personnel professionnel. Le BAFD ne suffisant pas, voilà, d'un commun accord en fait avec la collectivité, on s'est dirigé vers la formation BPGEPS. Donc voilà un petit peu mon parcours scolaire, professionnel. Aujourd'hui, donc à 42 ans, je suis rentrée en formation BPGEPS. Pour moi, c'est une vraie opportunité de me remettre aussi, moi, un petit peu en question, hein, de faire quelques pas en arrière, de retourner, entre guillemets, comme on dit, à l'école, pour compléter un petit peu mes compétences, mais aussi pour les valoriser. Et puis, ça permet quand même de se projeter encore sur d'autres projets, sur peut-être d'autres pôles au niveau du public. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dans ma collectivité, je suis quand même principalement avec des élèves, des enfants de maternelle élémentaire, donc 3-12 ans. Le fait est que on souhaite aussi développer le pôle jeunesse. Les jeunes, je ne les connais pas forcément. Nous, après le CM2, ils partent et puis il n'y a pas forcément d'accueil de jeunes. Il y a eu un foyer de jeunes il y a quelques temps tenu par une association et puis les jeunes, ils ont grandi aussi et puis ça n'a pas été repris. Donc, toutes ces petites choses-là, moi, me permettent en fait de penser à un développement sur ma collectivité pour la jeunesse. Le BPGEPS Loisirs tout public correspond aussi à des attentes de la collectivité par rapport à l'intergénérationnel, par exemple. Le fait d'aller créer du lien, développer du lien entre les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs que mon stage court, je vais le faire au sein d'un EHPAD.
afin de voir ce que c'est voilà, de l'animation auprès de personnes âgées. Aujourd'hui, ma structure d'accueil est donc auprès des jeunes. Donc voilà, j'ai vraiment de l'expérience avec des enfants 3-12 ans. Aujourd'hui, enfin cette année, avec le BPGEPS, l'opportunité donc de me former aussi auprès de la jeunesse. Et puis, ben voilà, ce stage court pour comprendre un petit peu les techniques d'animation auprès des personnes âgées pour pouvoir, voilà, plus tard les développer lorsque je vais revenir dans la collectivité qui m'emploie. Après le BPGEPS, comme le disait Marie, elle a très bien résumé dans le sens où on peut arriver en effet d'un parcours un peu comme le mien, un peu basique dans l'animation, ou avoir été en tout cas auprès des enfants ou auprès d'un public au contact. Et nous avons aussi, voilà, les camarades sont pas tous, ne sont pas tous issus de l'animation. On a une plus jeune qui est la plus jeune qui sort de fac de sociaux, par exemple, voilà, qui au bout de ses 3 ans de sociaux, se demande ce qu'elle veut faire, se dit qu'elle aime beaucoup travailler avec les enfants, donc elle continue dans la professionnalisation avec le BPGEPS. On en a une autre qui est vraiment en reconversion, qui était dans l'agroalimentaire et qui, avec un bilan de compétences, et qui est très jeune, hein, qui n'a pas 30 ans, qui avait un poste et qui s'est dit, mais en fait, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et voilà, elle trouvait qu'il manquait d'animation sûrement, de dynamisme dans son métier. On a aussi un camarade qui est une reconversion, qui était lui commercial. Donc voilà, alors, toujours peut-être un peu en contact avec les gens, mais c'est des reconversions. On a 22 ans, on a 42, on passe à 30 ans, enfin, peu importe en effet, peu importe l'âge, peu importe aussi d'où on vient pour le coup. Tout ça veut dire que, il y a vraiment un parcours individualisé dans le sens où Ascoria prend le temps d'écouter les stagiaires, d'écouter les élèves pour qu'ils développent au bout de ces 12 mois en fait, des compétences qu'ils n'ont pas. Moi, par exemple, j'ai déjà la direction de par mon expérience avec mon accueil périscolaire, donc je n'ai pas à passer le module de direction. Par contre, en complément, à la place, moi, j'avais envie d'acquérir des compétences sur, par exemple, les enfants handicapés en situation de handicap, des techniques d'animation, comment on fait quand on travaille dans un IME, comment on fait quand on a un enfant en situation de handicap qui arrive dans notre accueil. Tout ça, moi, je les avais pas, ces compétences-là. Donc, je suis allée, par exemple, dans la formation des moniteurs éducateurs. Je suis allée avec j'ai intégré d'autres formations dans Ascoria sur l'autisme, sur le travail en équipe, sur d'autres compétences que je n'avais pas et qui me permettent d'acquérir, de me ressourcer et ce côté-là est intéressant, entre guillemets, de ne pas perdre son temps sur quelque chose que l'on a déjà. Et plutôt, voilà, c'est une année vraiment de formation pleine de ressources, quoi. Voilà à peu près ce que j'ai à dire. C'est une formation aussi où les professionnels, donc les formateurs, sont des formateurs. Alors oui, il y a quelques formations, quelques cours un peu théoriques, hein, mais les autres cours sont vraiment dans la pratique. C'est-à-dire qu'on peut aller dehors voilà, sur une technique d'animation qui va nous encourager sur créer du lien, sur développer de la coopération, par exemple. La plupart du temps, on pousse les tables dans la salle, on pousse les tables et les chaises et on est, on est debout. Voilà, on prend l'espace différemment d'une salle de classe, ce qui m'interrogeait quand même moi au début. Voilà,
après plusieurs années de formation, certes par d'autres biais, mais voilà, 1 an de formation, c'est aussi en effet de l'engagement, c'est une année complète où il faut s'investir. C'est un investissement professionnel, mais aussi personnel. Tout vient pas de la part des formateurs. On est bien d'accord que les stages en structure nous apportent énormément, nous permettent de mettre en pratique ce que les formateurs nous apportent. Et puis, ça nous permet aussi de se rendre compte de la réalité ailleurs que moi, par exemple, qui suis depuis près de 20 ans dans la même collectivité. Au tout départ, ça ne représente pas, voilà, il n'y a pas forcément besoin de travailler le soir en plus. Alors, il faut savoir que les horaires d'Ascoria, c'est 8h45, 16h45, donc c'est une journée d'école, quoi, on va dire. Moi, au tout départ, je ne me suis pas replongée tous les soirs dans mes notes. Bon, je pense que j'étais quand même, on va dire, scolaire. C'est-à-dire que j'ai réussi à prendre des notes, j'ai réussi pendant les cours à conscientiser un petit peu le cours sans que je puisse, sans que je doive revenir dessus le soir. Par contre, on a du travail à rendre, on a des échéances. Et donc là, je me suis vue devoir prendre du temps personnel en plus de la formation pour le travailler. Au vu, par exemple, du cycle d'animation qui est arrivé assez vite pour le coup, même s'il était là aux vacances de février, fin février-mars à peu près. Il fallait rendre le dossier, par exemple, courant janvier, un mois avant. Et ouais, mois de décembre, facilement le soir, c'est 1h30, 2h, quoi. Enfin, après, il faut se donner des limites aussi. Oui, j'ai passé des samedis enfermée dans mon bureau à travailler ce dossier. Alors moi, ce qui me change, c'est que je suis maman de 3 enfants, qu'en étant directrice d'un accueil périscolaire, j'avais tous mes mercredis et toutes mes vacances, enfin plus ou moins à 1 semaine ou 2 semaines près, que mes filles ont toujours vécu leur temps de loisirs avec leur maman. Et que là, ça change la donne, quoi. Donc, cet investissement personnel, moi, je le ressens par rapport à ma vie de famille, par exemple. Mais on va dire, notre jeune camarade qui sort de fac de sociaux, elle est toujours dans cet investissement-là. Elle le ressent pas, sûrement moins que moi, comme quelque chose quelquefois qui est un petit peu lourd, quoi. Où on se dit mince, là j'ai pas le choix que de m'enfermer dans mon bureau et de travailler, quoi. Donc voilà pour l'investissement. Après, quand je suis en structure, donc les horaires sont complètement différents, hein, parce que moi la jeunesse, c'est pas à 8h ni à 10h le matin qu'ils vont venir, c'est plutôt l'après-midi et en soirée, voire le samedi, hein. Donc voilà, les horaires sont décalés et j'ai pas forcément besoin quand je suis en structure de revenir dessus le soir pour travailler. Voilà. Alors il faut aussi que la structure nous laisse un petit peu de temps pour rédiger, pour noter, pour revoir un petit peu voilà les choses et évaluer un petit peu nos animations. Bon, moi c'est ce qui se passe, donc j'ai pas besoin le soir de revenir. Quand je reviens à 19h à la maison, je n'ai pas besoin de me remettre au bureau. Chaque stagiaire est un apprenant différent et appréhende les contenus de formation différemment, appréhende son stage aussi différemment. Après, l'équilibre professionnel-personnel, ça c'est du quotidien, même quand on sort de formation et qu'on devient professionnel, on voit bien que c'est une préoccupation qu'on retrouve, que ce soit dans les associations ou dans les entreprises, hein, de se trouver cet équilibre-là. On a aussi des stagiaires cette année en formation, et c'était vrai sur les autres années aussi, qui se disent je m'investis 1 an
pour avoir du temps libéré finalement avec mes enfants plus tard, parce que actuellement je suis sur du contrat précaire, parce que je travaille à partir de mes diplômes d'animation volontaire, donc avec mon BAFA et mon BAFD. Donc quand ils sont en vacances, quand mes enfants sont en vacances, je travaille énormément, je travaille le soir, etc. Donc on a aussi ces personnes-là qui viennent chercher les diplômes pour après asseoir du coup un poste de coordinateur. On voit bien que là les horaires sont un petit peu plus équilibrés et plus proches de la vie ou du rythme de l'enfant scolarisé. Et on a aussi des stagiaires qui sont en reconversion professionnelle ou qui viennent professionnaliser parce que ils étaient sur des métiers où ils travaillaient le week-end, où ils travaillaient en horaire très décalé, voire la nuit pour certains. Et voilà, leur parcours fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui à vouloir chercher un diplôme pour avoir une qualité de vie et une reconnaissance aussi pour certains de leurs compétences. Est-ce que vous avez une idée en Bretagne ou particulièrement dans les Côtes-d'Armor, quels sont les besoins les plus importants? Est-ce que c'est plutôt le public, plutôt le privé? Est-ce qu'il y a un public pour lequel il y a des besoins plus importants? Est-ce que vous avez un peu ce recul-là, ces idées-là? On voit bien que depuis la mise en place des TAP, il y a eu la phase de mise en place des temps d'accueil périscolaire où là, ils ont formé, accompagné un maximum d'animateurs pour les mettre en place sur le terrain. C'était un gros pôle d'emploi. Aujourd'hui, on voit aussi que les structures médico-sociales embauchent aussi maintenant des animateurs. Donc, on peut du coup travailler en parallèle d'éducateurs, de moniteurs éducateurs, etc., qui était moins vrai avant, où les structures étaient vraiment cloisonnées. Là, on a un stagiaire dans la formation qui est en stage au sein d'un IME, donc entouré du coup d'éducateurs, et pour autant, toute la place de métier d'animateur prend son ampleur dans ces structures. Donc, c'est vraiment des structures qui peuvent être très hétérogènes. Et effectivement, il y a beaucoup d'associations, mais pas que. Les collectivités territoriales sont aussi font partie des gros employeurs des animateurs. Alors, elle se passe en 2 temps, l'épreuve d'admission. D'abord, puis Marianne pourra en parler parce qu'elle l'a vécu aussi. C'était pas si vieux que ça finalement. Elle se passe en 2 temps. Un premier temps de l'écrit. Et bien que sur la plupart des UC de certification, il y a des dossiers à rendre à l'écrit, donc ça fait partie des choses qu'on va aussi vérifier, la capacité à avoir à de l'analyse et à prendre du recul sur ce qu'on fait au niveau de l'écrit. Et puis un temps d'oral avec un formateur et un professionnel, où là on vérifie la cohérence du parcours, la faisabilité, si la personne a déjà une structure d'alternance ou pas, ou s'il faut déjà l'accompagner. Et puis des motivations. Voilà, Marianne, elle a bien appuyé sur le côté investissement sur 1 an. Donc, effectivement, ça fait partie des choses. Et voilà, donc, vérifier effectivement qu'on est bien sur le bon projet. L'idée, c'est pas de prendre des gens en formation et de se rendre compte au bout d'un mois qu'ils ne sont pas sur le bon projet ou qu'ils ne sont pas non plus forcément sur le bon niveau de diplôme. Donc, ça fait partie des choses qu'on va pointer au moment de cet entretien-là. Donc, en effet, un écrit, je me souviens, avec plusieurs questions au choix, en fait. Hein. Moi, il me semblait que j'avais pris le Covid, une situation Covid, comment j'avais voilà, participé aux accueils avec le Covid. Donc, une argumentation où, en effet, quelque part, il y a les objectifs, il y a les enfants, il y a les familles. Enfin, voilà, fallait penser à tout. Ça se prépare, oui, dans le sens où, même si en plus, moi, j'avais pas, une épreuve d'admission comme ça, moi, j'avais un petit peu peur de par les concours que j'ai passés, et même si j'avais réussi l'écrit, c'est quelque chose qui me froissait un petit peu de devoir passer un écrit pour permettre voilà, une inscription, même s'il y a l'oral derrière hein, pour pouvoir en discuter. Et puis en fait, ça va, c'est pas non plus, ça sort pas de Saint-Cyr, comme on dit. On n'a pas besoin, voilà, c'est un niveau bac. On n'est pas non plus ils sont pas non plus dans la recherche de choses innovantes. C'est-à-dire que à la lecture de l'écrit, les formateurs doivent voir
notre intérêt évidemment pour l'animation, comment on participe à tout ça dans une collectivité. Et puis après l'oral, c'est vraiment défendre notre projet, défendre le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on pense que ça va nous apporter, si on a déjà des idées, voilà, des idées de développement, et puis oui, ça se prépare parce que faut pas se le cacher, il y a des mots dans l'animation, il y a des termes qu'il faut avoir dans son vocabulaire. Après, ça s'apprend aussi, hein, mais si on ne sort pas de l'animation, en effet, il faut s'y préparer un petit peu. Alors, je vais compléter un peu parce que forcément, Marianne, elle ne l'a pas vécu de mon côté. Moi, de mon côté, on est bien sur un ajustement. Marianne, elle a bien exposé là, comment elle l'avait vécu. On a bien ajusté aussi à son parcours. Quand on a quelqu'un qui a énormément d'expérience, la question c'est est-ce qu'elle va être en capacité en rentrant en formation de se remettre en question et de se remettre en apprentissage et pas rester forcément sur ses acquis parce qu'on est bien sur une recherche de montée en compétences. Quand on est face à quelqu'un qui est plutôt très jeune professionnellement, hein, pas forcément en âge, mais qui est jeune dans les métiers de l'animation, et on va plutôt essayer de le projeter sur des situations, sur voir comment il peut réagir. On cherche aussi à vérifier que la personne elle va quand même garder son public en sécurité physique et morale. C'est quand même partie des points qui sont à notre vigilance. Voilà, avant de mettre des personnes en stage, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on vérifie. Donc ces entretiens-là oraux, ils sont effectivement autour des motivations, autour de la projection, autour de la recherche du lieu de stage, etc. Mais elles sont aussi très ajustées en fonction du parcours. On a les CV des personnes, donc les jurys en tout cas ajustent les questions en fonction. L'idée, c'est pas de mettre les personnes en difficulté, loin de là. Et ça, c'est dans aucune des situations, même dans le cas des certifications. On ne cherche pas, au contraire, on est plutôt sur une position de bienveillance et heureusement dans nos métiers qu'on reste sur ces positionnements-là. Vu le nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez dans les métiers de l'animation, est-ce que vous avez vu une évolution de votre métier, de vos postes et des missions qui sont confiées aux animateurs de manière générale sur les, je sais pas, 15 ans d'expérience que vous avez? C'est vrai, quand j'ai démarré, malgré l'envie de faire de l'animation, ou en tout cas d'amener une équipe à animer pour répondre aux besoins des enfants, d'être à leur écoute, de répondre à un service aussi. Hein, on est dans un service, moi en tout cas dans un service public. On est quand même dans un contexte où on est dans l'animation, même si c'est du loisir, on doit répondre, on doit répondre aux besoins, oui, des enfants, des familles, et évidemment nos supérieurs, notre hiérarchie, de la collectivité, de la réglementation, évidemment. Qui a le plus évolué dans l'animation, c'est pas forcément les enfants ou les comportements, parce qu'évidemment, il y a 40 ans, on nous aurait dit la même chose. Tout évolue, tout évolue. Il faut quand même avoir conscience que les techniques peuvent être différentes de par le contexte dans lequel on évolue, en fait. Voilà, que ce soit un contexte, voilà, une ville ou une collectivité lambda, un contexte où voilà, on est dans un centre où il y a un peu moins de sécurité au sein de la vie qui entoure la collectivité, les enfants. On sait que nos démarches seront sûrement différentes. Les pratiques, elles ont sûrement évolué par rapport à ça, tout en gardant la sécurité, évidemment, comme disait Marie, c'est un des points forts. Et puis la réglementation, c'est-à-dire que le BAFA, le BAFD, oui, c'est bien, on est bien d'accord pour les vacances, il faut quand même
je trouve, professionnaliser ces métiers parce qu'ils ont des valeurs super importantes on est vraiment un maillon dans la vie des jeunes, des enfants, que ce soit du périscolaire ou de l'extrascolaire. On fait partie de leur vie au quotidien. Et on a besoin pour ça d'avoir des professionnels de l'animation qui ont acquis des compétences pour pouvoir continuer sur le bon chemin, pouvoir développer des projets, continuer vers les demandes des élus également. C'est vrai que lorsqu'on est en collectivité, notre hiérarchie nous demande quand même des projets en fonction, eux, de leur projet éducatif, de ce qu'ils souhaitent mettre en place pour la collectivité. À nous derrière, d'avoir une équipe solide pour pouvoir en effet mettre en place ces projets et répondre au mieux aux besoins aussi de notre hiérarchie. Donc là, il y a sûrement une évolution de par l'évolution de la vie en général, bien sûr, mais de par aussi la responsabilité que l'on a dans cette profession, sur le lien qu'on peut avoir avec l'enfant, la famille. En fait, c'est vraiment un parcours qui s'individualise. Donc, c'est au positionnement, au démarrage de la formation. On peut même le faire en amont avec moi où on étudie la situation. Je ne peux pas répondre. En fait, il faudrait que je vois exactement comment ça peut s'articuler. Si ça fait sens, ça va être… et si c'est cohérent, ça peut fonctionner. Et la Dragesse, du coup, derrière, parce que c'est quand même eux qui valident ça, va valider cette situation-là. Je prends l'exemple d'une stagiaire qui était du coup sur ces alternances-là de 2 structures. Elle était en stage, donc dans le cadre elle était dans une cadre de reconversion professionnelle. Je crois qu'elle travaillait avant dans de la logistique ou voilà, rien à voir. Donc elle a consolidé son projet, arrivé avec ses 200 heures de formation, mais du coup toute jeune dans l'animation. Et ben, sur l'individualisation, effectivement, on est allé chercher 2 structures. Elle était en stage dans un GEM, dans un groupement d'entraide mutuelle, avec un public fragilisé, parce que c'était aussi son souhait. Et sur sa deuxième partie de stage, elle était sur un accueil collectif de mineurs. Après, ça demande aussi aux stagiaires d'alterner, en plus d'alterner avec la formation et le terrain de stage, de réalterner entre 2 terrains de stage tout au long de l'année. C'est une gymnastique à prendre, mais si effectivement c'est cohérent avec le parcours et avec l'ambition qu'il y a derrière de professionnalisation, etc., ça peut fonctionner. C'est vraiment là du cas par cas. La validation des stages se fait quasiment au cas par cas. Moi, je crois que c'est vraiment prendre le temps de consolider, de trouver la structure d'alternance adéquate. Enfin, adéquate ou qui nous correspond, où là on aura envie de s'investir et où on sent que la personne, ou le tuteur, va être en position de nous accompagner, va pouvoir nous donner du temps et pas aller dans une structure où on va être la main-d'œuvre de plus. On sait bien que c'est un temps court, un an c'est quand même court, même si c'est un petit peu plus. Mais il faut vraiment sentir que la structure va s'investir pour nous accompagner. En effet, la structure, c'est important. On l'a vu de par une camarade qui a dû changer de structure parce que du coup, ça ne le faisait pas et puis c'était compliqué. Il faut absolument un accompagnement. C'est vrai que lorsqu'on démarre la formation BPGEPS, il faut bien se dire que pendant une année, on va être en accompagnement et on a besoin de cet accompagnement. Le choix de la structure, il n'est pas anodin, quoi. On n'ouvre pas le catalogue des associations ou des collectivités. Il faut vraiment que ce soit déterminé en fonction de notre projet, de nos envies aussi, surtout de nos envies. Faites-le parce que vous avez envie. Un animateur qui va dans un GEM ou qui va dans un IME ou qui va dans un accueil de loisirs, il faut vraiment avoir envie de rencontrer ce public et d'être accompagné pour avoir les compétences. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'être au clair avec ce que vous avez envie de faire. Et puis, foncez parce que même, moi, je prends mon exemple, 42 ans, maman de 3 enfants, une vie bien complète.
on prend le temps et ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien de prendre le temps de faire ce choix au bout d'un moment, voilà, après quelques années d'expérience professionnelle. Ça fait du bien de se poser, de reculer, comme je le disais tout à l'heure, pour mieux rebondir. Et ça conscientise un petit peu notre façon de voir les choses. Ça nous aide à avancer. Et faut pas hésiter, en tout cas, à se projeter. Ça nous apporte énormément pour notre vie professionnelle, mais pour notre vie personnelle aussi. Merci Marie et Marianne du coup pour votre intervention, vos témoignages, et puis merci à tous et à toutes pour votre participation, vos questions et la richesse du coup des échanges et des informations qui ont été données ce soir. Bonne soirée à tous. Pour votre accueil et à votre présence, et si même si le projet mûrit et que c'est pas forcément septembre, il ne faut pas hésiter même en cours d'année à revenir vers moi et à re-questionner si c'est pour certains un projet qui peut mûrir en quelques années. Au contraire, on vous répondra. Peut-être même Marianne, elle répondra encore.